Je pense qu'à titre de prospective, la décentralisation aurait même empêché que cette crise ne vienne. Parce que c'est une crise du mal-être. Et la décentralisation réelle, dans leur cas également, devrait pouvoir résoudre les problèmes de survie au quotidien. C'est-à-dire qu'en donnant plus de ressources et d'autonomie à chaque territoire, à chaque municipalité, ces hommes et femmes pourraient avoir un emploi, une activité rémunérée, un confort résidentiel, l'accès à l'eau, etc. Donc, ce dysfonctionnement socio-économique a été à l'origine, je dirais même le prétexte d'entrer en guerre. Et ce prétexte-là, aujourd'hui, on peut y mettre un terme en donnant plus de ressources à ces collectivités territoriales pour créer le bien-être, le vivre ensemble et la confiance en nos institutions. Maintenant, comment implémenter cette décentralisation dans un contexte où il y a la guerre, où personne n'est plus en sécurité, où un entrepreneur de travaux ne peut plus faire son job, où même les maires sont en insécurité, sont obligés de partir vivre ailleurs. Donc, il y a comme une volonté délibérée de fausser la mise en œuvre des réformes qui ont été arrêtées. Et c'est dommage parce que c'est toutes nos populations qui payent le prix de cette guerre. C'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est la République elle-même en termes de chiffre d'affaires. Et toutes ces entreprises qui étaient en zone anglophone ont foutu le camp. Donc, pour moi, je pense que aujourd'hui, il faut jouer des deux côtés, c'est-à-dire de la diplomatie, mais aussi assurer la sûreté et la sécurité de l'État. Oui, on va continuer de parler de ce phénomène de décentralisation qui déjà à la base biaisé n'a pas pu, n'a pas permis donc d'éviter cette crise, une crise qui est déjà installée. Mais après le grand dialogue national 2019, le président de la République avait directement vite fait de déclarer ces deux zones économiquement sinistrées. C'était déjà ce qu'on peut appeler début de solution. Et après il y a eu ce statut spécial qui a été accordé à ces deux régions, la région du Nord-Ouest et région du Sud-Ouest. Aujourd'hui, c'était davantage pour participer si tu veux, à ce processus de décentralisation, qui jusqu'ici n'a pas arrangé les choses. Et on dit, vous le disiez tout à l'heure, on ne peut réellement plus implémenter ce processus dans ces deux régions en ce moment parce que déjà en proie à cette insécurité plutôt notoire. Que faire donc justement maintenant? Est-ce que il y a une France qui parle du fédéralisme, de la démarche fédérale? Est-ce que ce fédéralisme au début pouvait être une solution? Écoutez, le fédéralisme c'est quoi? C'est une autre façon déguisée de renvoyer les gens vers un communautarisme. Ouais. Donc l'intégration nationale est la plus belle victoire que nous avons eue depuis Oumniobé qui était un militariste qui croyait au rassemblement de toutes nos forces, de tous nos terroirs, et je crois qu'on doit rester sur cette feuille de route qu'il avait tracée. Notre génération doit être dans la dynamique de l'unité nationale, de l'intégration nationale. Et tous ceux qui veulent nous ramener au fédéralisme, en fait, c'est des gens qui font une sorte de repli identitaire et qui, pour moi, est préjudiciable à la cohésion nationale. Parce que chaque État ayant ses lois, on peut se retrouver dans des situations où certains États deviennent xénophobes, c'est-à-dire excluent les autres. Je prends l'exemple, oui, parce que les gens parlent du fédéralisme, mais je suis certain d'une chose. La mise en œuvre va être très douloureuse. Aujourd'hui, vous avez un gars qui part de Bafia qui s'installe à Douala sans souci. Un gars qui part de Bafoussam qui vient à Douala, il s'installe sans souci. Il fait tout ce qu'il veut. Mais dans le cas du fédéralisme, l'État fédéral, par exemple, de Douala peut commencer à appliquer des taxes qui sont pas très accueillantes. D'accord? Ils peuvent mettre un dispositif foncier qui est très et même sécuritaire qui peut être compliqué. Donc c'est un ensemble de données qui va apporter beaucoup de frustration. Et quand on sait que les crises naissent à partir des frustrations, je ne suis pas certain que nous ne soyons pas partis pour plusieurs crises. Parce que la cohabitation, je prends simplement le cadre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si vous suivez les débats dans les forats sécessionnistes et tout ça, vous voyez qu'il y a déjà des populations du Sud-Ouest qui estiment qu'elles ne pourront pas être en phase avec le Nord-Ouest, qui est un État, qui est une région prédatrice, et qui se plaignent du fait que toute la crise qu'il y a dans le Sud-Ouest vient en fait des personnes venues du Nord-Ouest, oui. Et ne se reconnaissent pas dans cette crise en termes de maître de cette crise. Il y en a qui demandent même aux gens du Nord-Ouest de retourner dans le Nord-Ouest, parce que c'est eux qui ont amené le désordre. Il y a des gens qui veulent vivre en paix. Donc je peux vous dire à peu près
à quoi pourrait ressembler ce que vous appelez le fédéralisme. C'est-à-dire que ça va cristalliser les replis identitaires et naturellement, ça pourrait arriver jusqu'à la dislocation même de notre unité nationale. Alors, Jacques Baboula, et cette stratégie du gouvernement qui vise à ce qu'un ressortissant de ces zones-là aille parler à ses frères et sœurs, diffuser le message de paix. Le Premier ministre, en l'occurrence, était justement du côté du sud-ouest la semaine dernière pour évaluer déjà les recommandations prises lors du grand dialogue national. Est-ce qu'une telle stratégie peut également marcher?